KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Chapitre 5. Il y eut une exclamation, puis un silence, et une grande et belle jeune femme, le visage brillant d'émotion, s'avança vers le lit de la malade, suivie bientôt par un homme que Percy reconnut tout de suite, pour avoir vu souvent sa photographie. « Eh bien, mère ?» demanda Mabel. Elle s'interrompit pour considérer l'étranger, cet homme au visage tout jeune sous ses cheveux blonds. Olivier lui aussi considérait le prêtre, avec une émotion singulière dans tous ses traits. Puis s'adressant à sa mère, « Qui est-ce là ?» demanda-t-il d'un ton ferme. « Olivier, » s'écria Mabel en se tournant vers lui, « c'est le prêtre que j'ai vu. »« Un prêtre ?» reprit Olivier, « mais pourquoi ? C'est vous qui l'avez envoyé chercher, ma mère ?» poursuivit-il avec un tremblement dans la voix et un tressaillement dans tout son corps. « Oui, je suis prêtre, » dit Percy, fort embarrassé de cette situation imprévue. « Et vous êtes venu dans ma maison ?» cria Olivier. « Et vous êtes resté ici toute la soirée ?» Mabel de nouveau s'avança vers son mari et lui prit la main. « Olivier, » lui dit-elle, « il ne faut pas qu'il y ait de scène ici. Notre pauvre chère mère est malade, ne l'oublie pas. Ne voudriez-vous point descendre au salon, monsieur ?» Percy fit un pas vers la porte, mais avant de sortir, il se retourna et éleva la main. « Que Dieu vous bénisse, ma fille, » dit-il simplement, s'adressant à la pauvre figure ridée qui dans le lit murmurait quelque chose. Puis il sortit et attendit dans le corridor. Il entendait dans la chambre un échange rapide de paroles où il distinguait surtout l'accent plein de compassion de la voix de la jeune femme. Mais bientôt Olivier le rejoignit, toujours pâle et frémissant, et, après lui avoir fait un geste silencieux, il le précéda dans l'escalier. Toute cette affaire apparaissait à Percy comme un rêve. Sa seule impression nette était la satisfaction d'avoir pu terminer sa tâche auprès de la malade avant la catastrophe. Dans le salon, après avoir pressé le bouton de la lumière, Olivier fit signe au prêtre de s'asseoir, tandis que lui-même se tenait debout devant la table, les mains enfoncées dans les poches de son veston. Il y eut un assez long silence, pendant lequel Percy, machinalement, étudia la personne du jeune orateur. Il considérait cette taille droite, mince, la courbe élégante des mâchoires, le nez allongé, les cheveux d'un noir d'encre, l'expression idéaliste des grands yeux sombres, profondément enfoncés sous un vaste front. Tout à coup, la porte se rouvrit, et Mabel arriva en courant. Elle mit une main sur l'épaule de son mari. « Assieds-toi, Olivier, » dit-elle, « il faut que nous causions à l'aise. » Et lorsque tout le monde fut assis, Percy d'un côté de la table et les deux jeunes gens l'un près de l'autre sur un petit canapé en face de lui, c'est encore Mabel qui reprit. « Ceci doit être arrangé tout de suite, » dit-elle, « mais simplement et sans drame. Tu entends, Olivier ? Je te défends de faire un éclat. » Elle parlait d'une voix franche et assurée, avec un mélange charmant de tendre confiance et d'autorité. « Et puis, Olivier, » poursuivit-elle, en passant son bras autour de la taille de son mari, « ne regarde pas monsieur avec cette expression comique d'amertume. Il n'a fait aucun mal. »« Aucun mal ?» murmura Olivier. « Aucun, absolument. Quelle importance cela peut-il avoir ? Ce que pense et croit cette pauvre femme là-haut. Mais maintenant, monsieur, voudrez-vous nous dire pourquoi vous êtes venu ici ?» Percy avait retrouvé tout son sang-froid. « Je suis venu ici pour recevoir de nouveau Madame Brandt dans l'église, » dit-il. « Et vous l'avez fait ? » ?»« Je l'ai fait. »« Ne voudriez-vous point nous dire votre nom ?» Percy hésita, mais à peine une seconde. « Certainement, » répondit-il. « Je m'appelle Franklin. »
Le père Franklin ?» demanda la jeune femme avec une petite nuance d'ironie dans l'accentuation du mot « père ». « Mais oui, le père Franklin, demeurant à l'archevêché, » dit résolument le prêtre. « Eh bien alors, père Franklin, pourriez-vous nous dire encore qui vous a demandé de venir ici ?»« C'est madame Brandt qui m'a envoyé chercher. »« Oui, mais de quelle façon ?»« Cela je ne peux le dire. Mais pourriez-vous nous dire quel profit cela apporte d'être reçu dans l'église ?» Percy se leva brusquement de sa chaise. « À quoi bon ces questions, madame ?» demanda-t-il. La jeune femme le regarda avec une surprise bien sincère. « À quoi bon ces questions, père Franklin ? Mais c'est que nous désirons savoir. Y aurait-il donc une loi de votre église pour vous défendre de nous renseigner ?» Percy hésita. Il n'avait aucune idée de l'objet que pouvait poursuivre Mabel, mais il songeait qu'il valait mieux pour lui garder son sang-froid intact jusqu'au bout. Si bien qu'il se rassit et répondit « Certes non, madame, et je vais tout vous dire, puisque vous le désirez. En étant reçu dans l'église, l'homme se trouve réconcilié avec Dieu. » « Oh, Olivier, ne t'agite pas ainsi. Et comment parvenez-vous à opérer cette réconciliation, père Franklin ? » J'ai entendu la confession de madame Brandt et je lui ai donné l'absolution. Et alors, il ne faut rien de plus que cela ? Pardon, madame Brandt devait encore recevoir la Sainte Communion, comme aussi l'extrême onction, si elle est en danger de mort. Cette fois, Olivier ne put se contenir et sursauta. « Olivier !» implora Mabel, « je t'en prie, laisse-moi terminer cette affaire. » Et ainsi, père Franklin, je suppose que vous désirez donner encore à notre mère ces autres choses que vous dites, n'est-ce pas ? Ni l'une ni l'autre ne sont absolument nécessaires, madame, répondit le prêtre, avec l'impression bien nette que la partie qu'il jouait était perdue d'avance. Oh, pas absolument nécessaires, mais cependant vous aimeriez à les donner. Je le ferai si seulement je le puis, mais ce qui était nécessaire, je l'ai déjà fait. Oui, dit-elle doucement. Eh bien, père Franklin, j'imagine que vous n'espérez point que mon mari vous donne la permission de revenir ici. Mais je suis heureuse que vous ayez fait ce que vous estimez nécessaire. Ce sera sans doute une satisfaction pour vous, et c'en sera une autre pour la pauvre chère créature de là-haut. Et quant à nous, elle serrait expressivement le bras de son mari. Cela ne nous gêne en rien. Oh, mais il y a encore quelque chose. Elle se tut un moment, et Percy se demanda ce qui allait venir. Vous autres, les chrétiens, excusez-moi si ce que je vous dis vous paraît désagréable, mais le fait est que vous avez la réputation de compter les têtes de vos adhérents et de tirer grand parti des conversions que vous faites. Eh bien, nous vous serions fort obligés, père Franklin, si vous vouliez nous donner votre parole de ne point rendre public cet incident. Une telle publicité affligerait mon mari et pourrait lui causer toutes sortes d'ennuis. Madame, commença le prêtre, un moment encore. Comme vous voyez, nous vous avons parfaitement traité. Il n'y a eu de notre part aucune violence. En outre, nous vous promettons de ne point faire de scène là-haut avec notre mère. Mais vous, en échange, voulez-vous nous promettre ce que je vous demande ? Percy avait déjà le temps de réfléchir et il répondit sur le champ. « Certes, madame, je vous promets cela. » Mabel eut un soupir de satisfaction. « Voilà qui est parfait. Nous vous en serons obligés. Et je crois pouvoir vous dire que, après avoir pesé le pour et le contre, peut-être mon mari ne refusera-t-il pas de vous laisser revenir ici, une autre fois, pour donner votre communion et puis encore votre... enfin, l'autre chose. » Et comme son mari recommençait à s'agiter nerveusement, « En tout cas,
reprit-elle. Nous verrons. Nous savons votre adresse et nous vous ferons dire. À propos, Père Franklin, est-ce que vous retournez à Westminster cette nuit ? Il fit un signe de tête affirmatif. Et j'espère que vous pourrez vous frayer un passage, mais vous allez trouver Londres tout sans dessus-dessous. Peut-être avez-vous déjà entendu que... Felsenburgh, demanda Percy. Oui, Julien Felsenburgh, reprit doucement la jeune femme, pendant qu'une flamme singulière s'allumait brusquement dans ses yeux. Julien Felsenburgh, répéta-t-elle. Il est ici, comme vous le savez. Il va séjourner quelque temps en Angleterre. De nouveau, Percy eut conscience comme d'une piqûre d'effroi au cœur sous la mention de ce nom. D'après ce que j'ai pu comprendre, nous allons avoir la paix, dit-il. La jeune femme se releva, et son mari avec elle. Oui, dit-elle, d'un ton où le prêtre crut lire une certaine compassion pour lui. Oui, nous allons avoir la paix, enfin la paix. Et maintenant retournez à Londres, Père Franklin, et tenez vos yeux ouverts. Peut-être le verrez-vous lui-même, ce sauveur du monde. Mais à coup sûr, vous verrez bien des choses intéressantes. Et alors peut-être vous comprendrez pourquoi nous vous avons traité ainsi, pourquoi nous n'avons plus peur de vous, pourquoi nous consentons à laisser notre mère faire tout ce qu'elle veut. Oui, vous comprendrez cela, Père Franklin, demain, sinon aujourd'hui. « Ma belle !» s'écria son mari. La jeune femme lui posa joyeusement une main sur la bouche. « Pourquoi ne lui dirais-je pas ce que je pense, Olivier, mon chéri ? Qu'il aille et qu'il voie par lui-même. Bonne nuit, Père Franklin. » Arrivé à la porte de la maison, Percy se retourna un instant, et il les revit, le mari et la femme, debout dans la douce lumière, comme transfigurés. Ma belle tenait à présent un de ses bras autour du cou d'Olivier, et elle était là, droite et rayonnante, et même sur le visage de l'homme, il n'y avait plus désormais aucune colère, rien qu'une confiance et un orgueil presque surnaturel. Tous les deux souriaient. Puis Percy ouvrit la porte et sortit dans la claire et tiède nuit d'été. Il ne fallut pas moins de 3 heures au jeune prêtre pour se frayer un passage jusqu'à Westminster parmi la foule énorme qui encombrait les rues et les places. L'aube, maintenant, se levait dans le ciel avec une lueur pâle qui faisait paraître plus pâle encore l'illumination brillante des globes électriques. Percy voyait en face de lui le clocher de la cathédrale, mais il se demandait s'il réussirait jamais à franchir les quelques mètres qui lui restaient. Et il travaillait patiemment, des coudes, à se pousser de proche en proche lorsqu'un mouvement subit de la foule l'obligea lui aussi à lever la tête. Et alors un spectacle lui apparut que, jusqu'à son dernier jour, il ne devait pas oublier. Un objet mince, frêle, ayant un peu la forme d'un poisson, blanc comme le lait, fantastique comme une ombre et beau comme le jour, glissait légèrement dans l'air, au-dessus du clocher de la cathédrale, tournait et puis se dirigeait vers l'endroit où se trouvait Percy, semblant flotter sur les vagues même du silence que créait sa vue. Et l'objet allait, les ailes déployées, à une hauteur d'environ 10 mètres au-dessus des têtes. Lorsque Percy put retrouver sa force de réflexion, car il avait été d'abord absolument ébloui par ce spectacle imprévu, l'étrange chose blanche s'était encore rapprochée de lui. Et toujours elle se rapprochait, flottant lentement, doucement, comme une mouette au-dessus de la mer. Percy pouvait apercevoir à présent tous les détails du vaisseau aérien, la proue ornée, le parapet bas, la tête du pilote. Il distinguait même tous les mouvements des 4 hommes de l'équipage. Et puis derrière eux, il découvrit et put considérer ce que toute cette foule et lui-même aspiraient à voir. Sur le pont central du vaisseau blanc se dressait, très haut, un siège drapé de blanc, orné d'un signe maçonnique, et sur ce siège, une figure d'homme trônait, seule et immobile. L'homme ne faisait aucun signe, ne semblait pas se rendre compte de la présence du monstrueux troupeau humain accumulé au-dessous de lui. Son vêtement sombre contrastait violemment avec la blancheur qui l'environnait. Il avait un visage pâle, très jeune encore, mais fortement accentué, avec des sourcils noirs très arqués, de grands yeux sombres d'un éclat de glace, des lèvres minces et des cheveux blancs. Puis le visage se détourna, le pilote fit un mouvement, et le vaisseau, poursuivant sa route, se dirigea vers le palais.
on entendit quelque part un cri d'angoisse, un gémissement hystérique. Puis de nouveau, le mugissement tempétueux des voix se déchaîna parmi la foule. Livre 2, la lutte. Et pouvoir fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et elle reçut autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et elle fut adorée par tous ceux qui habitent la terre. De l'Apocalypse chapitre 13, versets 7 à 8. Chapitre 1er. Le lendemain soir, Olivier Brandt, assis dans son bureau, lisait l'article de tête de la dernière édition du Nouveau Peuple, où le rédacteur en chef du journal décrivait et appréciait en ces termes la cérémonie de la veille. Nous commençons enfin à nous remettre un peu de l'enivrement de la nuit passée et à nous rendre compte des suites merveilleuses que ne pourront manquer d'avoir les événements de cette nuit, à jamais mémorables. Mais d'abord, il convient de rappeler brièvement les faits. Jusqu'à la soirée d'hier, notre anxiété persistait au sujet de la crise d'Orient et sur le coup de 21 heures, il n'y avait pas encore à Londres plus de 40 personnes qui sussent positivement que tout danger avait disparu. Pendant la demi-heure qui a suivi ce moment, le gouvernement a pris quelques mesures discrètes. Un petit nombre de personnes choisies ont été informées, la police a été appelée, avec une demi-douzaine de régiments de troupes pour assurer l'ordre. Le temple de Paul a été mis en état pour la séance solennelle, les compagnies de chemin de fer ont reçu des instructions, et à 21h30 exactement, l'avis officiel a été publié au moyen d'affiches électriques dans tous les quartiers de Londres, aussi bien que dans toutes les grandes villes de province. Le temps et la place nous font défaut pour décrire ici l'admirable manière dont toutes les autorités publiques se sont acquittées de leurs devoirs, qu'il nous suffise de dire que, dans toute la ville de Londres, on n'a pas eu à déplorer plus de 60 accidents mortels. Dès 22h, le temple de Paul était bondé jusque dans ses derniers recoins. Le chœur avait été réservé pour les membres du Parlement et les fonctionnaires publics. Les galeries du dôme étaient remplies d'une assistance de dames et le public était librement admis dans la nef entière. Aussi bien ceux qui voulaient assister à la fête ont-ils été sages de se hâter, car un quart d'heure après, on peut dire que toutes les rues de Londres sont devenues intraversables. Par un choix excellent, M. Olivier Brandt avait été désigné pour parler en premier lieu. Le souvenir de l'infâme attentat dirigé contre lui par un émissaire de l'Église catholique était présent encore à tous les esprits. Et l'expression caractéristique de sa figure, aussi bien que l'accent passionné de ses paroles, ont donné à merveille le ton général de toute la séance. On trouvera plus loin le résumé de son discours. Après lui, successivement, le Premier ministre, le ministre de l'Amirauté, le secrétaire des Affaires d'Orient et Lord Pemberton ont dit quelques mots confirmant l'incroyable nouvelle. Vers 23h moins le quart, un renforcement des clameurs au dehors a annoncé l'approche de la délégation américaine venue exprès de Paris pour donner plus d'éclat à la fête. Et solennellement, les membres de la délégation sont montés sur l'estrade, après être entrés par la porte sud de l'ancien chœur. Chacun d'eux, tour à tour, a prononcé une courte allocution. Mais bien que tous aient tenu à nous le rappeler, aucun d'entre eux peut-être n'a plus clairement mis en lumière que M. Markham se fait essentiel, que tout le succès des efforts américains a été dû, uniquement et absolument, à M. Julien Felsenburgh. Celui-ci, à ce moment de la séance, n'était pas encore arrivé. Mais en réponse à l'attente unanime de la foule, M. Markham a déclaré qu'on pouvait être sûr de le voir dans quelques instants. Puis il a continué en nous décrivant, autant qu'il était possible de le faire en quelques phrases, la méthode dont s'était servi M. Felsenburgh pour accomplir ce qui restera toujours, probablement, l'acte le plus étonnant de toute l'histoire humaine. M. Felsenburgh, d'après ce qu'il nous a appris, est d'abord sans aucun doute
le plus grand orateur que le monde ait jamais entendu. Toutes les langues lui sont familières. Durant les 8 mois derniers, tout le temps que s'est poursuivi le Congrès d'Orient, M. Felsenburgh a discouru en 18 langues différentes. Quant à la nature particulière de son éloquence, nous aurons tout à l'heure l'occasion de la définir. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.